La ville de Koulikoro fait peau neuve avec 5 km de voiries urbaines. Elles ont été inaugurées hier par le président de la République. L'infrastructure a coûté plus de 2 milliards de francs CFA, entièrement financée par l'État malien. Après l'adoption du projet de loi sur les services privés de l'audiovisuel, bientôt le changement dans le secteur. En quoi cette nouvelle loi constitue-t-elle une révolution de l'audiovisuel dans notre pays? Les éléments de réponse, c'est dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Mali a une nouvelle mine d'or située dans le village de Fabula, dans le cercle de Yanfolila, à 300 km de Bamako. La mine d'or de Kodjiran, exploitée par la société Wassoulor, a été inaugurée ce matin par le chef de l'État Amadou Toumani Touré en présence d'une importante délégation de partenaires maliens et étrangers avec un investissement d'environ 32 milliards et demi de francs CFA. La mine d'or de Kodjiran est détenue à 80% par un opérateur économique malien et 20% par l'État malien. Après l'inauguration de la visite de l'usine, le président de la République Amadou Toumani Touré a accordé un entretien à la presse. Il a salué l'esprit d'entrepreneuriat des opérateurs privés maliens et rendu hommage à Aliou Boubacar Diallo, directeur général de Wassoulor. L'intervention du chef de l'État, c'est au cours de cette édition. Le président de la République qui a aussi inauguré hier après-midi les voies urbaines de Koulikoro pour un coût total de plus de 2 milliards de francs CFA financés par l'État malien sur les fonds générés par la privatisation de la Sotelma. Longue de 5 km, ces voies urbaines sont composées d'une couche de revêtement de 5 cm d'épaisseur. Envoyé spéciaux Daouda Sidiki Diara, Abdul Salam Bambara. Avec 5 km de nouvelles voiries, la ville de Koulikoro fait un véritable bond dans son développement urbain. Ces voiries urbaines qui sont officiellement ouvertes au trafic par le président de la République ce vendredi constituent une bouffée d'oxygène pour les populations de la ville de Megueta. Ces voiries urbaines contribueront sans nul doute à la commodité de la circulation et à réduire les nombreux accidents dus souvent à la rareté de bonnes routes et au mauvais état de ces existants. Ainsi, il me plaît dès à présent de vous remercier, de vous féliciter de la justesse des ambitions que vous avez pour la région de Koulikoro, c'est-à-dire faire de cette région une ceinture de prospérité socio-économique vivant en harmonie avec la capitale Bamako. Construites au standard des normes admises en la matière, ces voies urbaines ont coûté à l'État malien plus de 2 milliards de francs CFA financés sur les fonds générés par la privatisation de la Sotelma. 3 voies ont été aménagées pour une longueur totale de 5 652 mètres. La sécurité des usagers a été au cœur de la conception de ce projet et donc a été prise en compte par la mise en place de la signalisation verticale et de la signalisation horizontale. 3 carrefours ont été également aménagés. Je dois rappeler aux usagers de la ville de Koulikoro que la vitesse de référence sur cette route est de 50 km à l'heure. Dans le cadre des mesures environnementales, des arbres ont été plantés par l'entreprise. De quoi réjouir les ressortissants de Koulikoro qui ne pouvaient s'en aller sans laisser des traces dans sa ville. C'est une dette que je paye. En aucune manière, je ne pouvais faire 10 ans de mandat présidentiel sans avoir laissé quelques traces à Koulikoro. Aussi, je me réjouis d'abord en tant que ressortissant de Koulikoro pour avoir passé une partie de ma vie. Je me réjouis des travaux pour ce qui concerne les voies urbaines qui ont été effectuées au profit de la ville de Koulikoro. Mais mes chers compatriotes à Koulikoro, le ministre l'a dit et l'engagement est maintenu. Le pont de Kayo, c'est pour bientôt. L'autoroute Bamako-Koulikoro est en très bonne voie et nous souhaitons en tout cas avant la fin de notre mandat pouvoir engager les travaux. Quant à la voie de contournement, je pense que toutes les dispositions sont prises pour que la réalisation
puisse être faite pour décongestionner la circulation à l'intérieur de la ville de Kouroukourou. Le projet a permis la création d'une centaine d'emplois pendant la période de pleine activité. Les travaux ont été exécutés par le groupement d'entreprises Société Fadoul Technique Bois et l'entreprise ECGF Fodé Koulibaly. Le ministre de la Santé du Mali, son homologue de la République islamique d'Iran, ont visité ce matin 2 centres de santé. Il s'agit de la polyclinique Croissant-Rouge d'Iran et de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique, IOTA. La ministre iranienne de la Santé, qui vient pour la première fois au Mali, a tenu à visiter cette clinique inaugurée par son père il y a une vingtaine d'années et qui est un symbole de la coopération entre les deux pays. Salimata Daoud. Un accueil chaleureux a été réservé ce matin à la délégation iranienne conduite par la ministre de la Santé à la polyclinique Croissant-Rouge d'Iran. Accompagnés par Mme Diallo, les autres ont fait le tour du centre hospitalier sans qu'un seul détail ne leur échappe. Après avoir visité la structure de fond en comble, la ministre de la Santé de la République islamique d'Iran était ravie de constater que l'hôpital est à mesure de prendre en charge les patients dans plusieurs domaines. C'est un polyclinique qui a reçu pendant 2011 70 000 patients. Il y a beaucoup de sections dans cette polyclinique. Il y a des médecins généralistes, pédiatres, ophtalmologues, gynécologues. Il y a les dentistes, il y a le laboratoire, il y a des pharmacies, sonographie. Tous les services sont présentés dans cette polyclinique. Je suis très heureux de voir. La partie malienne est reconnaissante de l'amitié du peuple iranien, une amitié qui a donné naissance à cette polyclinique qui prend soin de nos populations presque gratuitement. Je suis très impressionné par la taille et l'équipement de cette polyclinique, mais aussi et surtout par la diversité des services et des médicaments qui sont offerts aux malades. J'ai constaté que certains soins étaient gratuits et que les prix des médicaments sont très abordables ici. La population connaît bien cette polyclinique-là et elle est généralement satisfaite. La République islamique d'Iran, qui entretient avec le Mali un partenariat multiforme portant sur l'agriculture, l'industrie et le commerce, va renforcer la coopération médicale avec l'ouverture prochaine d'une deuxième polyclinique. Les visiteurs se sont également rendus à l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA. Et le ministre iranien de la Santé qui a annoncé que des produits pharmaceutiques iraniens seront bientôt sur le marché malien. Une séance de travail a réuni hier Maliens et Iraniens sur le sujet. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Remise de matériel à l'Institut islamique de Missira, composé de machines à coudre et d'ordinateurs d'une valeur de près de 11 millions de francs CFA. Ce don est le fruit de la coopération entre la Turquie et le dit institut. La cérémonie de remise s'est déroulée jeudi en présence du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales. Le compte rendu avec notre reporter Garibou Pérou. Près de 11 millions de francs CFA, c'est la valeur du don de matériel de la coopération turque à l'Institut islamique de Missira. Les matériels sont essentiellement composés de machines à coudre et des ordinateurs. L'informatique est devenue parmi les matières principales. Donc de ce fait, avec ce matériel, notre capacité de formation sera améliorée une fois de plus. La coopération turque promet d'étendre ses actions dans d'autres domaines pour le développement durable du pays. La Turquie est un pays frère de Mali pour renforcer les capacités dans tous les domaines, surtout dans l'éducation. Nous sommes toujours disponibles pour tous les projets. C'est seulement pour renforcer l'éducation islamique à Mali. J'espère que ce type de projets seront continués dans d'autres domaines. Le ministre en charge de l'éducation met l'accent sur la formation professionnelle afin de lier la théorie à la pratique. L'Institut islamique ici a été le premier établissement, le MEDERSA, à introduire la formation technique et professionnelle. Cela est un geste fort parce que les gens avaient pensé que le MEDERSA se cantonnait uniquement à l'enseignement théorique.
Alors ici, ils ont décidé de lier l'enseignement islamique, l'apprentissage de l'islam, n'est-ce pas, à la pratique et de former les jeunes, n'est-ce pas, à exercer un métier aussi. À travers ces outils, l'Institut islamique, qui a une vocation de la promotion de la culture islamique, connaîtra une avancée significative dans la formation professionnelle. L'un des temps forts de cette cérémonie a été la présentation de la pièce de théâtre qui a mis l'accent sur la dimension des outils informatiques dans le système éducatif au Mali. Je vous l'annonçais tantôt, le Mali a une nouvelle mine d'or située dans le village de Fabula, dans le cercle de Yanfolila, à 300 km de Bamako. La mine d'or de Kodjeran, exploitée par la société Wassoulor, a été inaugurée ce matin par le chef de l'État Amadou Toumani Touré en présence d'une importante délégation de partenaires maliens et étrangers avec un investissement d'environ 32 milliards et demi de francs CFA. La mine d'or de Kodjeran est détenue à 80% par un opérateur économique malien et 20% par l'État malien. Après l'inauguration et la visite de l'usine, le président de la République a accordé un entretien à la presse. Il a salué l'esprit d'entrepreneuriat des opérateurs privés maliens et rendu hommage à Aliou Boubacar Diallo, directeur général de Wassoulor, pour son combat dans la lutte contre la pauvreté. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, au micro de nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré, Oumar Kouressi et Boubacar Traoré. Grande fierté, mais un sentiment de reconnaissance, mais surtout aussi un souvenir. Vous savez, à 5 km d'ici, c'est l'usine de Kalana. C'est la première usine industrielle du Mali. Et voilà, à 5 km à Kodjeran, ici, par la grâce de Wassoulor et son président directeur général, je voudrais citer ici Aliou Boubacar Diallo, nous venons d'ouvrir la première mine au Mali parmi la 10e que nous avons, qui est typiquement malienne. Si je dis typiquement malienne, c'est-à-dire où les intérêts maliens sont les plus importants, dans l'ordre de 75%, 55% pour Wassoulor et 20% pour le Mali. Ce qui est nettement peut-être l'inverse dans les autres mines. Donc la première mine, la mine largement malienne, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes au cheveu des symboles, et c'est avec beaucoup de fierté que je viens de couper le ruban pour ce qui concerne l'inauguration et également présider les manifestations qui ont animé cet événement. Ça fait 25 kilos. À la date d'aujourd'hui, ça fait 420 millions de francs CFA. Donc vous voyez, 420 millions de francs CFA d'un coup, et on peut produire à peu près un lingot par heure, mais une moyenne raisonnable d'à peu près 15 par jour. Vous imaginez, ça fait 15 fois 450 millions de francs CFA par jour, ce qui est considérable et extrêmement important. Ça a beaucoup de fierté que je félicite M. Diallo, qui est au renseignement et aux explications que j'ai reçues, le 3e Africain propriétaire d'une mine d'or. Il est malien. Et des intérêts maliens également, comme je l'ai dit, à hauteur de 20%. Donc une mine malienne. Pour près de 500 employés permanents, largement maliens. Ne compte pas également l'impact extrêmement important au plan économique et dans d'autres secteurs pour ce qui concerne la contrée, le cercle et la région d'Escasson. Voilà, hors de chez nous, jour de vote demain au Sénégal, 5 millions d'électeurs repartis entre 11 000 bureaux de vote choisiront un nouveau président pour un mandat de 7 ans. Jusqu'à ce soir, l'opposition et le pouvoir ne parlent pas le même langage. Cette élection présidentielle est supervisée par des observateurs africains, européens et américains. Et parmi eux, une délégation de la Commission nationale indépendante du Mali, CENI. La CENI malienne venue s'inspirer de l'expérience du voisin sénégalais. Je vous propose d'écouter son président Mamadou Djamoutani au micro de notre envoyé spécial Aoué Touré. Nous sommes là dans le cadre de l'observation de l'élection du président de la République en République sénégalaise, dont le premier tour est prévu pour le dimanche prochain, Inch'Allah. Vous savez, en la matière, il est toujours bon de savoir ce qui se passe, comment ça se passe chez le voisin. Comme vous le savez, le Mali s'apprête aussi à organiser cette année un référendum
une élection du président de la République et des élections législatives. Donc il est toujours bon de savoir comment ça se passe au Sénégal. Et on a eu à superviser, enfin à observer aussi les élections dans d'autres pays. Mais le Sénégal, vous savez, c'est un pays voisin. Donc ce qui se passe sur le voisin doit être toujours pour nous une inspiration. Enfin nous sommes à la CENI, on l'a dit à toutes les occasions. Nous ne voyons pas pourquoi on ne serait pas prêt pour les élections de 2012 au Mali. Et en matière de préparation, le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales qui a la charge de la préparation matérielle des élections est tout à fait à jour. Voilà nos envoyés spéciaux depuis Dakar, Aoué Touré et Sédou Sissoko qui nous diront davantage demain sur comment se passera cette élection. Le Salon de l'agriculture de Paris a ouvert ses portes aujourd'hui au parc des expositions Porte de Versailles, premier rendez-vous du monde agricole. Le salon vise cette année le chiffre de 700 000 visiteurs, plus de 1000 stands et 4 000 exposants. La délégation du Mali, conduite par le ministre de l'Agriculture, est forte de 70 personnes, dont la majorité de professionnels du monde rural agricole. Envoyé spéciaux à Paris, Youssouf Touré et Ibrahima Koulibaly. Comme toutes les éditions, le 49e Salon de l'agriculture de Paris mobilise du monde. Avant même l'heure officielle de l'ouverture, les visiteurs, essentiellement des Français de la capitale et des régions, souvent en famille, sans considération d'âge, ont pris d'assaut les entrées du salon au parc des expositions Porte de Versailles. Cette année, les organisateurs espèrent encore améliorer les chiffres, avec quelques 700 000 visiteurs attendus. L'ensemble des secteurs du monde agro-pastoral sont présents. L'élevage et ses filières, les cultures et les filières végétales, mais aussi tous les métiers et services de l'agriculture. Cette année, notre pays, le Mali, devenu un habitué du Salon de Paris, a décidé de marquer le coup par une présence qui devrait être remarquée. Extension de l'espace d'exposition, la surface de stand malien passe cette année de 100 à 150 mètres carrés pour accueillir une douzaine d'exposants, notamment autour des produits phares comme la mangue, le karité et ses dérivés, l'échalote, mais aussi le coton. Si on vient, on tire des leçons. Des leçons d'abord quoi? L'emballage de notre produit transformé au Mali, ça faisait défaut. On est en train de corriger petit à petit. On est en train de trouver des clients qui ont besoin des produits du Mali. Parce qu'avant, ils passaient par les intermédiaires pour vendre les produits du Mali. Et aujourd'hui, les clients même savent que c'est les produits du Mali, ils doivent passer par les Maliens pour que l'excès des produits soit facile. Sous la devise Mali, puissance agricole en devenir, notre pays entend véritablement afficher à la face des milliers de visiteurs du salon tout son potentiel agricole jusqu'ici très peu exploité, faute d'organisation des filières, mais aussi d'investissements conséquents. En tout cas, le Salon de Paris paraît le cadre idéal pour faire voir, échanger et nouer des partenariats. Nous pouvons terminer la présentation d'ICIA sans dire un mot sur la vedette 2012. Comme tous les ans, c'est une vache de race qui a été choisie pour symboliser le rendez-vous de cette année. La mascotte dont la photo fait la une des journaux et s'affiche dans les allées du salon s'appelle Valentine. Elle a 7 ans et est originaire de Haute-Garonne. Valentine a reçu son premier visiteur officiel en la personne du chef de l'État français Nicolas Sarkozy, qui a inauguré aussi officiellement le Salon de l'agriculture de Paris. Comme lui, beaucoup d'autres hommes politiques français seront comptabilisés parmi les visiteurs du Salon de l'agriculture de Paris. Le contexte l'exige. On est à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 21 avril. Actualité nationale, l'insécurité au nord Mali, rôle et place de l'Union africaine. Thème développé ce matin au cours d'une conférence débat organisée par la Jeune Chambre internationale de Bamako Élite. Elle était animée par Soumaïlou Boubey Maïga, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Alpha Maïga. C'est à l'unisson que l'hymne national du Mali a été chanté. Le Mali, un seul peuple qui s'étend sur 1 240 021 km². Une opportunité pour la Jeune Chambre internationale de Bamako Élite de focaliser la conférence sur l'insécurité au nord du Mali. Rôle et place du Mali au sein de l'Union africaine. Cette conférence est dans le cadre de la recherche d'informations d'abord sur la situation qui prévaut au nord du Mali et ensuite en ayant toute l'information qu'il faut. Maintenant, on va analyser les besoins pour dégager des projets concrets à faire dans le sens de la paix au Mali.
S'agissant de l'insécurité au nord du Mali, pour édifier l'auditoire, les membres de la jeune chambre ont fait appel à 2 spécialistes. Le premier, Mamadou Diagouraga, ancien commissaire au nord et président du comité de suivi des accords d'Alger. Le second, c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Sur la question, Soumaïlou Boubé Meiga dira qu'il faut relever un certain nombre de défis pour voir le Mali en paix. Depuis 50 ans, le Mali cherche comment faire face aux problèmes que lui pose la partie nord de son territoire. Et le Mali n'est pas le seul d'ailleurs. C'est pourquoi, dans les réponses que nous avons tenté d'apporter récemment, nous avons dit qu'il faut essayer de faire le lien entre la sécurité, la gouvernance et le développement. Comment faire en sorte que les populations aient accès à la puissance publique, participent à la sécurité des territoires, prennent en charge le management du développement et que l'État y exerce les fonctions régaliennes. Le second point, c'est le rôle et la place du Mali au sein de l'Union africaine. Là, depuis l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, avec 32 États, c'était le 25 mai 1963, jusqu'à aujourd'hui, Union africaine avec 54 membres, le Mali demeure un pays fortement engagé pour l'unité africaine. Les femmes ressortissantes de la région de Mopti viennent de procéder au lancement d'une opération de collecte de fonds destinée à l'armée malienne. Pour plus de précisions sur l'opération, nous allons écouter Dr Diallo Fantasibi, initiatrice de cette initiative. Elle est au micro de Sokona Kamisoko. L'objectif visé, c'est pour soutenir nos frères militaires qui sont en train de se battre sur le front et leurs familles. Toutes les couches de la société se sont mobilisées. Nous avons pensé en tant que femmes, cadres de la région, nous ne pouvons pas rester en marche. Donc nous nous sommes mobilisés pour vraiment faire un déclic. C'est un début, faire un déclic afin que toutes les femmes puissent emboîter le pas, que nous soutenons nos frères militaires. Parce qu'en tant que femmes, nous avons un rôle important à jouer dans ces conflits. Les fonds vont être gérés de façon très transparente. Tout de suite, ce qu'on a collecté, il y aura une commission qui va être mise en place pour qu'on puisse transmettre de façon officielle au ministre des Forces armées. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de toutes les autres femmes, c'est qu'il faut qu'on se sente concernés, qu'on sente qu'on a un devoir. Le Mali, c'est pour nous tous. Nous devrons tous faire le Mali. Donc personne ne devrait rester en marche. L'association des médecins de campagne tient depuis ce matin son assemblée générale au CRES de Badalabougou. Cette 19e session, qui dure 2 jours, prendra fin avec l'élection d'un nouveau bureau. Le ministre de la Santé a présidé la cérémonie d'ouverture de la session. Le reportage de Isaac Thieno. Cette 19e Assemblée générale de l'Association des médecins de campagne du Mali a pour mot d'ordre une équipe de santé médicalisée au service des communautés rurales. Au cours des travaux, les débats s'articuleront autour de la responsabilité médicale. Cette assemblée s'inscrit dans la perspective de consolider la mise en œuvre des programmes nationaux d'action sanitaire au niveau périphérique. Aujourd'hui, avec plus de 250 adhérents à travers le Mali, les médecins de campagne assurent la couverture de 30% de la population. Mais des difficultés existent. L'association et ses partenaires font face à un certain nombre de défis. Trouver des financements pour installer d'autres médecins et renforcer les anciennes installations. Maintenir et renforcer la qualité des bonnes pratiques. Multiplier les aires de santé médicalisées. Envisager une perspective de carrière aux médecins de campagne. Mettre en place et dynamiser une équipe cadre de l'AMC garante la qualité des prestations de ses membres. Le département de la santé, sensible à cette situation, est déjà à pied d'œuvre pour pallier certaines préoccupations. L'amélioration de l'accès aux services de qualité déjà en cours a été renforcée par l'État et ses partenaires à travers la médicalisation des aires de santé. Du personnel qualifié, en particulier des médecins, ont été recrutés et affectés dans les CESCOM, dans les zones difficiles et les zones éloignées, pour éliminer et réduire les disparités constatées et consolider la mise en œuvre des programmes nationaux d'action sanitaire au niveau périphérique par l'offre du paquet minimum d'activités. Cette assemblée prendra fin avec l'élection d'un nouveau bureau et la planification des activités de 2012.
Actualité régionale, 2 communes du cercle de Diré en 6e région disposent désormais d'adduction d'eau. Il s'agit des communes de Tiencourt et Sarayamou pour un coût de 100 millions de francs CFA. Ces investissements viennent mettre fin au calvaire des populations. Et Tandina. La joie était grande pour les populations des communes de Tiencourt et Sarayamou dans le cercle de Diré. 100 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à la réalisation de 2 châteaux d'eau avec 2 abreuvoirs et 2 fontaines alimentées par des panneaux solaires dans chacune des communes. Les bénéficiaires se réjouissent du choix de leur commune pour la réalisation de ces infrastructures. Je remercie infiniment les donateurs de ce château d'eau et comme satisfaction, nous sommes aujourd'hui à l'abri des maladies causées par l'eau. Et ça, c'est vraiment salutaire pour nos populations. C'est que vraiment, ça a été une épine enlevée du pied des populations locales. Parce que avant que le château ne soit obtenu, nos femmes vivaient toutes sortes de calvaires ici, en ce qui concerne l'alimentation en eau. Ces réalisations ont été faites grâce au fonds Sotelman alloué à la région de Tombouctou. Les autorités politiques ont saisi l'occasion pour inviter le comité de gestion et les bénéficiaires à en faire bon usage. C'est un effort qui est fait par l'État pour nous soutenir et qu'en retour, nous devons prendre soin de ces investissements et puis faire en sorte que d'autres communes puissent par ça accéder à l'eau potable. Les populations des communes de Tiencourt et Sarayamou ont fait des doléances auprès des responsables de l'Assemblée régionale pour une extension des fontaines dans les villages. Et cet autre projet lancement hier dans le cercle de Caille du projet amélioration des moyens d'existence des populations du Bafi et du lac Magui. Le projet financé par les partenaires des Pays-Bas à hauteur de 160 millions de francs CFA pour 3 ans et demi. Il vise à promouvoir les activités génératrices de revenus à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux et l'amélioration de la productivité des terres agricoles à travers la régénération naturelle assistée. De Caille, le reportage de Mahamadou Alioubari. Financé à hauteur de plus de 160 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans et demi par le consortium Wetlands International, Comité IUCN et BOF-ENS, tous des Pays-Bas, ce projet qui vient d'être lancé dans la commune rurale de Ségala, dans le cercle de Caille, s'intitule « Amélioration des moyens d'existence des populations du Bafi et du lac Magui ». Le projet devra permettre de restaurer les 2 écosystèmes qui sont très fragilisés par l'action dévastatrice de l'homme. Cela afin d'accroître la production et améliorer les conditions de vie de la population. Le projet tourne autour, n'est-ce pas, de 3 grands objectifs qui sont l'amélioration, n'est-ce pas, des moyens d'existence des communautés pour enrayer la pauvreté à travers, n'est-ce pas, des actions, n'est-ce pas, de conservation et la RNA, la régénération naturelle assistée, et des actions de renforcement des capacités des organisations communautaires. Les autorités politiques diront que nous devons donc unir nos efforts dans la lutte contre le changement climatique par un comportement responsable. L'adaptation au changement climatique est la stratégie par laquelle des individus, entreprises, associations, collectivités s'organisent par des mesures adaptées pour faire face à l'évolution actuelle du climat. Le projet mettra l'accent sur les activités suivantes: l'information, la sensibilisation et la formation des acteurs locaux, la restauration des espaces dégradés, le renforcement de la production et de la productivité des terres agricoles. A signaler que le projet s'inscrit en droite ligne du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et du processus de décentralisation. Il répond à la stratégie d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique. Les administrateurs de la structure locale mixte de concertation locale du projet d'appui au développement de la filière aquacole en 3e région évaluent le chemin parcouru par le projet. C'est à la faveur de la 5e session de son comité de surveillance de Sikasso Daouda Diakité. Cette 5e session de la structure mixte de concertation locale qui regroupe responsables techniques, élus communaux et représentants des partenaires de la coopération technique belge à Sikasso constitue un tournant important dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement de la filière aquacole.
N'ayant fait que 5 mois d'activité sur le terrain, il est toujours bon avec les partenaires de faire le point. Le deuxième point, non moins important, ça va être l'examen des modifications de réajustement du document technique et financier dans un souci de résorber le retard que le projet a pris dans le démarrage de ces activités et aussi déjà pour adapter le document technique aux réalités de terrain que les 5 mois d'activité nous ont permis d'identifier. Doté d'une enveloppe financière de près de 5 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans, le projet d'appui au développement de la filière aquacole Prodifa vise la sécurité alimentaire, le développement économique dans la région de Sikasso à travers des conditions favorables d'augmentation des productions aquacoles. La 5e réunion de la Simicole, ce qui est dans un contexte marqué par un certain nombre de faits majeurs. La mise en place de l'ensemble de l'équipe du projet, la création du 3e et dernier organe de suivi du projet, à savoir la commission technique d'orientation de suivi, CETOS, qui a d'ailleurs tenu sa première réunion statutaire le 24 janvier 2012. De ces échanges sortiront certainement des propositions concrètes pour l'amélioration de la dynamique de performance du projet en 3e région. Le budget prévisionnel 2012 de l'Office malien de l'hôtellerie et du tourisme au Mato est de plus de 888 millions de francs CFA, une enveloppe en baisse de 3,36% par rapport à celle 2011. Des chiffres révélés au cours de la 6e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Omato qui examine également un projet de grille salariale au bénéfice des agents de l'Office. Moïse Traoré. Le budget prévisionnel 2012 de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie au Mato est de 888 19 000 francs. La baisse est de 3,36% par rapport à l'enveloppe de l'année précédente qui était de 918 942 000 francs. Depuis que le Mali était au rouge, il y a de cela bientôt 3 ans, nous avons essayé de remonter la pente pendant les années 2010-2011. Nous avions effectivement réussi et n'eût été vraiment les événements au niveau de Omori et de Tombouctou, on avait déjà remonté la pente. Donc on va encore se battre pour faire en sorte que franchement nous puissions sortir la tête de l'eau parce que c'est une situation qui est assez difficile, mais de là à baisser les bras, il n'en est pas question. Cette 16e session du conseil d'administration de l'Omato est présidée par le secrétaire général du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Est également inscrit à l'ordre du jour un projet de grille salariale au bénéfice du personnel de l'Office. Nous sommes à peu près un peu plus de 170 agents. Donc il y a certaines conditions qui sont là et qui font que nous voulons un peu réviser l'accord d'établissement que nous avons à notre disposition au niveau de l'Omato pour faire en sorte que certaines dispositions de l'accord, on puisse essayer de les revoir, notamment du côté du salaire. Outre le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, les professionnels que sont les hôteliers et les représentants d'agences de voyage prennent part aux travaux. La journée mondiale des lépreux, c'est demain 26 février, en prélude à la célébration. La Fondation Orange Mali vient de faire don à l'Union malienne Raoul Folero. Ils sont composés de bœufs et d'une enveloppe symbolique. Le reportage de Lamine Keita. Pour la 7e fois consécutive, la Fondation Orange Mali apporte sa contribution pour la commémoration de la Journée mondiale des lépreux. L'opérateur de téléphonie mobile vient d'offrir à l'Union malienne Raoul Folero 10 bœufs, 100 moustiquaires, des t-shirts et une enveloppe financière. Ce geste de solidarité intervient en prélude au 59e anniversaire de la Journée mondiale des lépreux. Nous sommes aujourd'hui auprès de l'Union malienne Raoul Folero, dont les objectifs s'inscrivent dans l'esprit même de leur fondateur Raoul Folero et se résument en quelques mots: rendre la santé et la dignité aux malades de la lèpre. Cette année, comme l'année dernière, notre soutien à l'Union malienne Raoul Folero, partenaire de notre fondation depuis 7 ans, s'inscrit parfaitement dans notre objectif, à savoir la lutte contre l'exclusion, et s'insère dans nos axes d'intervention santé et solidarité. Cette action humanitaire de la Fondation Orange Mali, a dit le président de l'Union Raoul Folero, est une occasion d'affirmer leur solidarité envers une des couches les plus défavorisées de notre société.
Par ce geste simple, mais combien significatif, vous contribuez sans nul doute à donner à la fête tout son sens et tout son éclat. Raoul Ferro ne disait-il pas, la seule vérité, c'est de s'aimer. À travers cet acte, la Fondation Orange Mali traduit dans les faits les valeurs cardinales de sa structure qui se veut une entreprise citoyenne au service des Maliens. Le secteur audiovisuel malien devra bientôt connaître de profondes mutations, cela grâce au projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale sur les services privés de communication audiovisuelle. Cette loi va non seulement corriger les insuffisances, mais aussi prendre en charge l'apparition dans le secteur de nouveaux services audiovisuels avec le développement du numérique. Pour les initiateurs du projet et acteurs du monde de la communication, cette loi constitue une révolution majeure dans le secteur audiovisuel malien. Sur la question, je vous propose de suivre ce dossier de Sidiki Dambélé. Tous ceux qui avaient en main des projets de création de télévision privée peuvent désormais lancer un ouf de soulagement. Le projet de loi relatif aux services privés de communication audiovisuelle vient en effet d'être adopté par l'Assemblée nationale au cours de sa séance plénière du 23 février dernier. Une loi considérée comme une révolution majeure dans les paysages audiovisuels maliens en pleine mutation. Donc les motivations premières, c'est vraiment prendre en charge la mutation de l'audiovisuel, prendre en charge l'avènement de la télévision privée et développer davantage les radios privées qui existent actuellement. Mais je dois aussi dire que ce projet de loi va combler un vide juridique et c'est très important. C'est très important aujourd'hui qu'on ait un arsenal juridique approprié qui puisse donner de l'élan au développement de l'audiovisuel. Ce projet de loi est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers l'avenir, il est tourné vers le développement, vers l'évolution de l'audiovisuel dans notre pays. L'Union des radios et télévisions libres URTEL, qui a participé à l'élaboration de ce projet de loi, parle aussi d'une avancée significative. Car ici, l'on croit dur comme fer que cette loi attendue depuis des années va permettre d'assainir et mieux de réorganiser les secteurs. Cette loi va changer d'abord l'environnement de la radio. On ne fera plus d'amalgame entre les radios associatives, les radios commerciales, les radios communautaires. Donc chaque type de radio est bien défini dans son champ et défini dans l'espace, ce qui est déjà très important. Autre importance, c'est qu'on avait vu un moment que les radios proliféraient beaucoup dans ce pays. Donc je pense que un des aspects de cette nouvelle loi fera en sorte, à travers justement l'appel à candidature, qu'il y ait une certaine restriction des autorisations donc des maîtres d'exploitation des radios dans ce pays. Le paysage audiovisuel malien est très riche. On y compte plus de 400 radios, 3 sociétés de rediffusion et une télévision privée. Des organes qui ont le plus souvent précédé les textes de création. La nouvelle loi sonne donc les glas à ce paradoxe et du coup ouvre la voie à la concurrence dans le domaine de la télévision restée un peu à la traîne au Mali. Aujourd'hui, avec cette loi, le Mali a presque la meilleure plateforme sur la place en Afrique. Ceux qui veulent faire de la télévision, qui veulent s'investir dans l'audiovisuel, on ne va plus leur répondre, il n'y a pas de loi. Ça ne change que ça, les gens sont prêts. Et vous verrez que les gens sont prêts à travailler. Ils sont prêts et les Maliens ont toujours su relever les défis. C'est le seul changement. Il y a plein de gars qui voulaient travailler, on dit qu'il n'y a pas de loi. Il y avait une loi, maintenant il y a une loi qui vient renforcer. On est tout content et j'en profite pour quand même remercier l'Assemblée nationale et nos autorités. Ça a pris un bout d'un temps, mais on est arrivé à quelque chose de bien. La concurrence, je ne pense pas qu'en audiovisuel aujourd'hui, même si on fait 20 chaînes de télé au Mali, on se fasse concurrence. La concurrence, c'est pas nous, c'est un faux débat. Que ce soit Africable ou d'autres chaînes que nous allons lancer ou d'autres privés, nous faisons que offrir au public malien, au public panafricain, c'est quoi le Mali? On ne peut être que bien dit que par soi-même. Donc concurrence, vous savez, il faut déjà commencer. Pour l'initiateur du projet de loi, le ministère de la Communication, c'est un travail de fourmi qui a été abattu par tous les acteurs pour baliser les contours avec toutes les garanties possibles afin d'offrir aux opérateurs privés une plateforme enviable. D'abord, les fréquences au niveau de la télévision ne sont pas les mêmes fréquences qu'en matière de radio. C'est limité. 1. 2. Il faut se dire la vérité. La télévision coûte cher. Elle coûte extrêmement cher.
Il y a beaucoup qui vont vous dire qu'on interdit la création de la télévision, mais ceux qui s'y sont essayés, qui ont essayé de faire la télévision, ont vite compris que c'était autre chose. C'est une entreprise extrêmement lourde. Il reste maintenant au gouvernement de prendre les textes et décrets d'application nécessaires pour une meilleure mise en œuvre de cette loi relative aux services privés de communication audiovisuelle. Sport football championnat national Ligue 1, la 12e journée a démarré hier au stade Modibo Keïta. L'AS Police et le Nianan de Koulikoro se sont séparés sur un but partout. L'ASCOM a battu les 11 créateurs de Nyarela 3-0. Le résumé des deux matchs avec Siragato Sissé. L'AS Police et le Nianan de Koulikoro n'affichent pas la grande sérénité à l'heure actuelle. Mal positionnés au classement, policiers et Koulikorois sont traumatisés par la spirale négative de leur performance. Sur une des rares incursions de l'AS Police, Youssouf Sangaré, le capitaine du Niana, marque contre son camp à la 31e minute. Le Niana de Koulikoro rehausse son niveau de jeu en seconde période, ce qui lui permet d'égaliser à la 87e minute par Boubacar Fane à la réception d'un corner. Un nul qui n'arrange personne. L'AS Police à lanterne rouge n'a toujours pas gagné le moindre match. Juste après, on a eu droit au duel 11 créateurs de Nyarela, 14e 10 points, Assom 13e 11 points. La défaite est interdite pour l'une ou l'autre formation. 3 buts, c'est la recette proposée par l'Assom. Fodé El Keita, 28e minute. Lassana Diarra, 67e minute sur penalty. Et 85e minute. Ahmed Maurice est exclu à la 86e minute du côté de 11 créateurs de Nyarela. Les pensionnaires de Missira savourent le goût de la victoire. Un bonheur qu'ils n'ont plus connu depuis la 6e journée. C'était face à l'AS Police. Voilà la 12e journée donc du championnat national Ligue 1 qui a vu les matchs Niana de Koulikoro et l'AS Police et l'Assom au lieu de ASCOM contre les 11 créateurs de Nyarela. Les forces de sécurité sont désormais mieux outillées pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Ce sont des patrouilles mixtes qui sont organisées de jour comme de nuit pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui peut perturber la tranquillité des paisibles citoyens. Ces patrouilles de la police, de la garde nationale et de la gendarmerie ont permis de mettre le grappin sur des délinquants qualifiés dans les attaques à main armée. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Mohamed Diarra. Face à la grande criminalité que connaît Bamako, la capitale, les autorités politiques ont doté les forces de sécurité des moyens adéquats afin de leur permettre de mener à bien leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Ainsi, il a été mis à la disposition des agents des forces de sécurité des véhicules pour assurer leur mobilité et traquer les bandits de grand chemin. Résultat, en espace d'une semaine, plus de 40 malfrats ont été mis au Niouf et les populations peuvent dormir dans la tranquillité. Nous avons démantelé 2 bandes de malfaiteurs. La première bande, ils sont au nombre de 11. 8 Maliens qui sont la plupart des complices ou des intermédiaires des Ivoiriens qui sont véritablement les têtes de série et un Libanais. Et désormais, des patrouilles conjointes sont menées par la police, la garde nationale et la gendarmerie. Une conjugaison d'efforts qui marche à merveille. Ici, au commissariat du 13e arrondissement, le professionnalisme des éléments de la brigade de recherche a été très salutaire dans l'arrestation des malfrats hors classe. Je citerai Sekou Ouattara, dit Nakata, dit encore le président, ou Habib, tout ça son nom. Et Ben Kali Sissoko dit Choubrassi, qui est connu de toute la police de Bamako. Interrogés, ils ont reconnu être les auteurs des différents actes de banditisme dont ont été victimes certains bars et hôtels chinois de la place. Et ces individus se rendaient dans ces bars et hôtels ainsi que les grains et tiraient plusieurs coups en l'air. Ensuite, ils mettaient au respect avec leurs armes toute personne se trouvant sur les lieux avant de prendre les motos et autres engins qu'ils pouvaient emporter. La volonté politique est accompagnée de l'implication de la population et parfois même de certaines compagnies de la place, ce qui aboutit à la saisie d'un important lot de munitions. Le 22
entre 6h du matin et 7h, que l'équipe de surveillance basée au niveau de la compagnie SONEF a constaté un colis suspect juste après le départ d'un car. Et immédiatement, nous avons pris des dispositions avec le chef d'escale pour défaire le colis. Nous avons constaté ces arsenals. Nous avons identifié les numéros du passager sur le colis. Et avec bien sûr la coopération de la dite compagnie, nous sommes parvenus à identifier le car et puis voilà le nom du passager. Et c'est ainsi j'ai rendu compte à ma hiérarchie qui a immédiatement saisi ses homologues de Ségou qui ont intercepté le dit car, et après fouille, c'est avéré réellement que le passager s'y trouvait, et avec bien sûr le reste des armements. Pour maintenir le cap, la collaboration des populations s'avère plus que nécessaire. On sollicite le concours, surtout l'arrestation des deux premiers malfaiteurs. Ça, c'est grâce à une dénonciation anonyme. La population a bien voulu collaborer avec nous. Donc nous encourageons vraiment la population à persévérer dans ce sens-là pour qu'ensemble nous puissions assurer la sécurité de la cité. Nous sommes là pour la sécurité de la population. C'est notre fonction. Nous demandons leur collaboration et la lutte continue. Comme on le dit dans le jargon militaire, bon boulot les gars, et restez sur cette lancée. Très bon boulot Mohamed Diarra, et sécurité toujours. Les interventions de la police sont de plusieurs types. Elles vont des opérations de ratissage aux patrouilles en passant par des descentes sur le terrain, des stratégies qui permettent de faire face à toutes sortes de banditisme. Les différentes arrestations de cette semaine entrent dans ce cadre. Le directeur régional de la police du district de Bamako, Lassana Sanogo, est au micro de Mohamed Diarra. À la police, nous avons plusieurs façons d'opérer selon la criminalité en face. Nous avons des rondes de police qu'on organise généralement en début de nuit, avant les grandes patrouilles à des heures avancées. Et donc, les patrouilles de grande envergure aussi, qu'on organise. Il y a aussi les opérations de ratissage, c'est-à-dire une zone criminologienne, on l'identifie et on amène un grand nombre de forces de sécurité et on fait un ratissage de la zone. Nous avons aussi une autre forme, c'est les descentes de police. Donc on nous a instruit de nous mettre ensemble, police, gendarmerie, garde nationale, et pour former des grandes équipes et quadriller toute la ville. Donc nous avons mené quelques opérations. Certains bandits ont été arrêtés suite à des patrouilles. C'est le cas du 14e arrondissement. D'autres ont été arrêtés suite à des ratissages. C'est le cas du 1er arrondissement où vous avez vu ces trafiquants de drogue. Et les descentes de police surtout ont amené vraiment les résultats que vous avez vus sur le terrain. L'opération de Bagdadi par exemple, où on a pris des bandits, l'affaire qui se trouve au niveau du 13e arrondissement, c'était tous les corps réunis. Donc il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait la garde nationale. Et je dirais aussi grâce à la collaboration de la population. Donc la plupart de ces opérations ont été menées suite à des informations données par la population. Je crois que la population à Bamako commence à comprendre qu'il faut aider la police. Et vraiment, ces débuts de franche collaboration de la population, c'est le résultat aussi de tout ce que vous avez vu sur le terrain. Au cours de ces opérations, nous avons arrêté dans l'ensemble une quarantaine de bandits en une semaine. Tous des bandits des grands chemins. Bon courage à nos forces de sécurité. Nous changeons complètement de domaine
Avec de la musique, Babani Kone, dite Sirani, a présenté hier soir son nouvel album intitulé Maliba. C'était au cours d'une grande soirée qui avait pour cadre le studio Blomba à Faladier. Un show qui s'inscrit dans le cadre du traditionnel concert annuel VIP que l'artiste offre à ses fans. La star a mis à profit ce spectacle pour interpréter quelques titres de cet opus qui est déjà disponible sur le marché discographique. Retour sur scène tout en couleur avec Modibo Soirée. 2 heures de live non-stop, 12 titres interprétés, une salle à la dimension de l'événement, un public charmant. Voilà le décor de ce concert VIP de Babani Kone ce vendredi soir au studio Blomba. Une manifestation qui s'inscrit depuis quelques années dans le calendrier annuel de ses activités musicales. Une sorte de retrouvaille entre la star et ses fans. La nouveauté du rendez-vous 2012 était bien évidemment la présentation au public de son nouvel opus international, le 6e du genre, Madiba. L'album Madiba, parce que ça coïncidait avec le 50e, donc j'ai dédié cette chanson à mon pays Maliba, pour montrer aux Africains que j'adore mon pays. Maliba, un album dédié au 50e de l'indépendance du Mali, est une autoproduction de très belle facture dans laquelle Sirani rend hommage à quelques figures historiques de notre pays. Arrangé par Cheikh Tidiane Seck, l'opus a vu également la participation du percussionniste et multi-instrumentiste américain Daniel Moreno et de son compatriote, l'incontournable batteur Will Kaloun. Pétrie de talent et pleine d'imagination, la star a mis à profit cette sortie pour gratifier ses fans et le public présent les titres comportant ces nouvelles opus. J'ai été très ravie, très contente et très surprise par le professionnalisme, par la bonne musique. J'avoue que je suis très impressionnée. Elle maîtrise la scène. C'était super, j'ai adoré. Maliba est donc un album qui fera parler de lui dans les mois à venir. Une production réalisée entre Bamako et Paris. Très belle soirée, Babani Kone qui prévoit d'autres sorties pour présenter son album Maliba. C'est bientôt à l'Institut français du Mali, au CICB, au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Cette annonce avant de nous séparer à l'occasion donc de la retransmission demain du match de championnat opposant le Djoliba au CESCA. L'émission d'information Dogokun Kibaru sera présentée demain à 14h50. Quant à l'émission Yele Bougou, elle sera diffusée à 15h15. Je vous rappelle donc les principaux titres de cette édition. La ville de Koulikoro qui fait peau neuve avec 5 km de voiries urbaines inaugurées hier par le président de la République Amadou Toumani Touré. Demain 26 février, les Sénégalais vont élire un nouveau président de la République. Ils sont 5 millions d'électeurs répartis entre plus de 11 000 bureaux de vote. Une élection présidentielle qui est supervisée par des observateurs africains, européens et américains. Fin de cette édition. Je vous retrouve demain à 13h. Merci et très bonne soirée à tous.